Bonsoir à toutes et à tous, critique sans aucun spoilers de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Franchement, ça a été 2h14 de bonheur, je n'ai pas vu le temps passer et j'aimerais tellement aller le voir une deuxième fois. Je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il y a beaucoup de films en ce moment au cinéma qui m'intéressent, mais foncez voir le film et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'étais pas chaud au début quand j'ai vu la bande-annonce et pourquoi au final le film est une réussite sur absolument tous les points, même celui qui me posait le plus de problèmes dans la bande-annonce, l'humour. Même là, c'est une réussite. Action, émotion, humour, référence à l'univers Donjons et Dragons, un bonheur pour le geek, fan de jeux de rôle et d'heroic fantasy que je suis depuis que je suis tout gosse. Écoutez, pendant le film, j'étais comme un gamin en disant «Ah, là je connais, là ce qu'il est en train de parler dans le film, ça me parle». Je m'en souviens, j'en parlais en cours de récréation au collège ou au lycée dans nos groupes de geeks. Ben, c'est ça pendant 2h14. Et même ceux qui sont pas fans d'Heroic Fantasy, vous allez vous régaler parce que c'est une aventure de bout en bout avec des rebondissements, des trahisons, des rédemptions, des personnages iconiques. Mais vraiment, si vous êtes geek, si vous êtes gamer, si vous avez déjà touché à un RPG, que ce soit du Donjon et Dragon ou autre, vous allez être dans votre élément. Franchement, adepte de rétro gaming, de jeux anciens, NES, Super NES, tout ce qui est Nintendo, Sega ou même PlayStation, si vous avez déjà touché à un RPG, que ce soit Diablo 1, Diablo 2 sur PC, que ce soit tous les Baldur's Gate, que ce soit tous les RPG, les role-playing games de manière générale, vous allez être totalement conquis par le film. Alors c'est une critique sans spoilers, je vous dirai juste un ou deux easter eggs par-ci par-là qu'il y a dans le film, mais pas plus, et je vais même pas vous dire voilà, les rebondissements quant au personnage, encore moins comment le film se termine, mais il faut s'attendre à une suite clairement déjà parce que le film cartonne et je suis très content et j'espère qu'il va faire un énorme score. En ce moment, on est gâtés, les geeks, on est gâtés. D'un côté, on a probablement la meilleure adaptation en animation et la meilleure adaptation tout court en film avec Mario, Super Mario Bros. De l'autre côté, on a un film d'Heroic Fantasy ultra solide, mais d'une crédibilité au niveau des décors, des costumes, je vais y venir, avec Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. C'est une période faste, ce mois de mars-avril, surtout avril, et même à la fin du mois de mars, on a eu Tetris le film. C'est une période de déclaration d'amour pour les geeks, et franchement, foncez, parce qu'en ce moment, faut pas bouder notre plaisir, surtout que les films de super-héros, la qualité commence sérieusement à s'effondrer petit à petit. Et quand j'ai vu ce film, c'est pas pour être méchant avec Ant-Man, parce que j'ai défendu Ant-Man 3 Quantum Mania quand il est sorti, mais ça rivalise pas un seul instant. Voilà, et malgré tout le respect que je peux avoir pour les acteurs et pour le film, que je n'ai pas détesté vraiment, hein, Ant-Man Quantum Mania, mais en termes de qualité, c'est le jour et la nuit, c'est même pas comparable en fait. Ici, on est sur un vrai blockbuster à la Jerry Bruckheimer. C'est pas Jerry Bruckheimer, mais façon Jerry Bruckheimer qui n'a rien à envier, par exemple, aux trois premiers opus de Pirates des Caraïbes. Vous voyez, on est sur le même degré de prise de sérieux, avec de l'humour, certes, mais qui décrédibilise pas les situations sérieuses. Alors, le synopsis, quel est-il? On va y suivre un groupe de voleurs qui vont tout faire pour sortir de prison, retrouver leur ancien petit groupe d'aventuriers pour aller voler une tablette qui va ramener à la vie la femme du voleur principal joué par Chris Pine. Et en même temps, qui va retrouver sa fille puisque pendant les années où il était en prison, il a été séparé de sa fille. Et à partir de là, il va y avoir des rebondissements. Je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail du scénario, mais ils vont devoir aller dans différentes contrées, loin, et même dans l'outre-monde. Alors je me souviens plus comment ça s'appelle dans le film. En gros, dans le monde souterrain où il y a des créatures cauchemardesques. Ils vont devoir affronter main danger ainsi qu'une sorcière ultra puissante qui a la même mise sur le dirigeant de la capitale et qui veut accomplir une sorte de... Elle a un plan diabolique pour prendre le pouvoir. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Au casting, Chris Pine, qui est toujours aussi bon. Ce mec est excellent. De toute façon, partout où il joue, il est très bon. Et c'est lui qui va amener le plus d'humour dans le film. Mais pas seulement. Ensuite, on a Michelle Rodriguez, qui est une actrice que j'adore, vous le savez, que ce soit dans les Fast and Furious, Resident Evil, dans Lost. Enfin, c'est une actrice que j'adore, je la trouve magnifique, je la trouve ultra charismatique. Euh,
ici, donc Chris Pine fait le barde et voleur en même temps. De toute façon, ils sont tous voleurs dans le groupe, sauf un, le paladin, et la druidesse. Mais voilà, plusieurs sont voleurs, mais Chris Pine joue le rôle du barde ménestrel. Michelle Rodriguez joue le rôle de la guerrière barbare, avec hache, armure, tout l'attirail du barbare. Je vais y revenir sur les armures parce que c'est un élément important du film, les costumes. Et ils vont retrouver Hugh Grant qui fait un autre voleur qui les avait aidés avant qu'ils soient jetés en prison. Hugh Grant avait pu s'échapper, ainsi que quelques autres. Donc il n'y a que Chris Pine et Michelle Rodriguez qui s'étaient retrouvés enfermés en prison. Ils vont retrouver Hugh Grant qui a veillé sur la fille de Chris Pine. Et ils vont rejoindre aussi un des anciens membres, le magicien du groupe, joué par Justice Smith, que je n'avais pas du tout aimé dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Je continue à dire que je n'ai pas aimé Fallen Kingdom, mais que j'avais beaucoup apprécié dans Pokémon Détective Pikachu, qui était pas la seule, mais une des meilleures adaptations de jeux vidéo en live action. Et vont s'ajouter au groupe Sophia Lillis, qui jouait Beverly dans sa chapitre 1 et 2, qui était déjà excellente et qui ici déborde de charisme. En même temps, c'est un perso super important et c'est un perso très attachant pour ce qu'elle défend, pour son histoire. Elle est vraiment excellente. Et donc, elle va jouer la druidesse qui est métamorphe, qui peut se transformer en ours, en hibou, en serpent, en libellule, en tous les animaux quasiment. Et enfin, le paladin joué par Regé Jean Page. Regé Jean Page, c'est pas forcément un acteur que j'affectionne parce que j'aime pas du tout Bridgerton. Mais je dois avouer que le mec a quand même du charisme et du talent. Je l'ai vu dans quelques films par-ci par-là. Je crois qu'il jouait dans The Grey Man des frères Rousseau avec Ryan Gosling, il me semble, où il faisait le méchant dans le film. Regé Jean Page, c'est mon perso préféré du film. C'est le paladin. Et je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi j'ai été comme un ouf quand j'ai vu ce perso. Et donc, ils vont affronter une méchante magicienne qui est assez flippante dans les maquillages. Ça aussi, c'est très bien fait. Je pourrais pas vous dire l'actrice, je ne la connais pas. Daisy Heard ou Daisy Head, je sais plus. Et ils vont ils vont se soutenir les uns les autres. Il y en a certains qui manquent de confiance en eux, il y en a d'autres qui ont un passé, on va dire mouvementé, il y en a d'autres qui ont des blessures affectives dues à leur passé. Mais ils vont se soutenir les uns les autres jusqu'à triompher. Bah, vous imaginez bien, mais ça c'est pas vraiment du spoiler. Forcément, les gentils gagnent, sinon ça serait pas vraiment un blockbuster familial. Donc oui, les gentils gagnent et ils vont tous se soutenir les uns les autres dans le film. Mais ils vont traverser des moments difficiles. Et il y a un acteur extrêmement connu, qui fait un petit rôle. Je dirais pas que c'est un caméo, parce qu'un caméo, normalement, c'est juste quelques secondes, et là, on doit le voir 3 ou 4 minutes, 5 minutes dans le film. Un acteur extrêmement connu qui fait l'ex-mari de Michelle Rodriguez. Et quand je l'ai vu, j'ai explosé de rire. La manière dont il est représenté, c'est humoristique, mais en même temps, c'est tellement amusant, mais c'est de l'humour qui fonctionne. Donc, premier point, l'humour fonctionne. Et là, oui, je vais être sévère avec Marvel et avec DC Comics, hein, Shazam, que ce soit le 1 ou le 2. Alors, le 2, je vais même pas regarder, j'irai pas le voir au cinéma, et j'ai même pas envie de le voir. Je le téléchargerai même pas de manière illégale, vous voyez? C'est-à-dire, je n'encombrerai même pas mon disque dur avec Shazam 2, même si on me le payait, je pense que je le regarderai pas. Donc, l'humour chez Marvel et chez DC Comics ne fonctionne pas. C'est un humour puéril, c'est un humour cringe, malaisant, à l'image de Tom Holland dans Spider-Man, dans Spider-Man No Way Home. C'est plus un humour d'ado prépubère qui réfléchit pas qu'autre chose. Hein, à l'image de ces blagues que Tom Holland fait à Alfred Molina, Dr Octopus. C'est plus un manque de respect vis-à-vis du personnage qu'autre chose. Voilà. C'est débile, c'est ce que je déteste dans les films d'aujourd'hui, ça ne prend rien au sérieux et ça désamorce le sérieux de l'action. Ça n'est pas le cas dans ce film. Parce qu'il faut le savoir, bien évidemment, Donjons et Dragons, ça contient aussi de l'humour. Petit mot sur Donjons et Dragons. Ça n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo. Que ce soit ce film ou les 3 précédents qui étaient des catastrophes intégrales, et je les ai regardés pour vous le dire, j'ai failli faire une rétrospective il y a quelques mois sur la chaîne en préparant justement en prévoyant de voir ce film. J'avais prévu de vous faire une rétrospective, mais je la ferai pas parce que c'est quasiment que négatif sur les 3 films. Et pourtant, il y en a même un que je possède en DVD que j'ai acheté 40 centimes, donc ça va.
Mais Donjons et Dragons, les 3 premiers films, c'est catastrophique. Mais ce ne sont pas des adaptations de jeux vidéo. Il faut le dire, ça n'est pas des adaptations de jeux vidéo. Pourquoi? Ça a été créé, c'est un jeu de rôle de table, un jeu de rôle papier, créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Anderson, je crois. Je suis plus sûr pour le deuxième, mais Gary Gygax, c'est le premier. Et c'est du jeu de rôle papier. En gros, c'est parmi les premiers jeux de société de rôle. Et après, on a eu plein de jeux de rôle et plein de livres comme un livre dont vous êtes le héros. Vous savez, les romans, vous devez passer de telle page à telle page selon vos choix. Bon. L'univers Donjons et Dragons a donné lieu à de nombreuses extensions, à de nombreux univers, dont un univers qui a été adapté, et d'ailleurs plusieurs univers de Donjons et Dragons qui ont été adaptés en jeux vidéo par la suite, dans les années 90. C'est pour ça que beaucoup pensent que c'est une adaptation de jeux vidéo. Mais les jeux vidéo sont eux-mêmes des adaptations du jeu de rôle de table. Et d'ailleurs, il en est fait référence dans Stranger Things, la série, qui se passe dans les années 80. On voit tous les jeunes, donc Dustin, Mike et tous les autres, qui jouent à Donjons et Dragons parce que à ce moment-là, les consoles, c'est pas encore les consoles d'aujourd'hui, c'est même pas les consoles Super Nintendo ou même, je crois qu'il y a même pas encore la NES dans la fin des années 80. C'est un jeu de rôle papier où on utilise son imagination, on utilise des dés spéciaux et voilà, et on crée son scénario et on incarne différents personnages. Le magicien, le guerrier, barbare, paladin, druide, nécromancien, l'amazone, la rogue ou l'archère, c'est pareil. Voilà, tous ces personnages qui ont été fortement influencés, Gary Gygax le disait lui-même, le créateur de Donjons et Dragons, il a été fortement influencé par Robert E. Howard, donc qui a fait les Conan, qui a fait Sonia Larousse, Solomon Kane, tous ces univers-là, ainsi que H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, qui a fait bien évidemment tout ce qu'on connaît, les montagnes hallucinées, le Necronomicon, il me semble que le Necronomicon c'est lui, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, et tout le reste. Bon, et Donjons et Dragons ont été adaptés en jeu vidéo, et un des mondes de Donjons et Dragons, le monde de Baldur's Gate, a été adapté sur PS2 à l'époque. Et Baldur's Gate, c'est repris dans le film, la porte de Baldur, qui est mentionnée dans le film, qui est un lieu du film. C'est pour ça que si vous entendez parler de la porte de Baldur, ou Baldur's Gate en anglais, c'est pas forcément une référence au jeu, c'est le jeu qui est déjà une référence au jeu de table, au jeu papier. Mais bien évidemment que ça fait référence à tous les jeux vidéo, RPG, de rôle, qu'ils soient des hack and slash, des dungeon crawlers, et tout ce genre de choses. Gauntlet, Dragon Slayer, même les Castlevania, on pourrait rajouter les Castlevania. Tous ces univers où on a à la fois des lieux gothiques et en même temps de la fantasy, dark fantasy, avec tout le bestiaire. Et dans le film, dans ce film-là, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, le bestiaire est bien fourni entre les dragons, les ours, hiboux. Et alors, ce qui m'a fait très plaisir, c'est la seule petite chose que je vais vous spoiler, c'est vers la fin du film, ils sont dans une arène, ils sont dans un labyrinthe, ce qui fait d'ailleurs écho, qui est un clin d'œil au premier film Donjons et Dragons. Il me semble qu'il y avait un labyrinthe aussi pour aller récupérer quelque chose. C'est qu'on a ce qu'on a beaucoup dans des jeux, y compris dans les Final Fantasy, on a des mimiques, c'est-à-dire ces coffres où dedans c'est un monstre et quand vous ouvrez, ben, en fait le coffre, ils essayent de vous manger, c'est un monstre avec de grandes dents. On a ça dans le film, entre autres. Hein. Il y a énormément de créatures qu'on retrouve et je vous dis, moi en ce moment je suis sur Diablo 2 Resurrected et mais ça m'a parlé parce que mon perso c'est un paladin. Et là, dans le film, mais Régé Jean Page, il fait le paladin. Et c'est là où je vous dis que ça marche. Et je vais en arriver donc aux persos qui ont tous leur personnalité propre. Mais le paladin, il est dénué d'humour. Et il prend tout au premier degré. À un moment donné, une blague qui fonctionne. Elle est peut-être un peu vulgaire, mais elle fonctionne. On a Michelle Rodriguez qui va traiter quelqu'un de fils de pute. Et elle le dit devant le paladin. Et le paladin, il dit, c'est donc la faute de sa mère. Et il dit, mais attends, non, c'est juste une insulte, c'est une expression. Et il dit, je ne pratique pas la vulgarité. C'est-à-dire que le paladin dans les jeux, c'est un homme saint, c'est un homme sacré, c'est un défenseur de la lumière. Et il n'est pas vulgaire, et il fait pas de mots, il n'est pas trash du tout, il fait pas d'humour. En général, le paladin, il est très sérieux.
Et c'est exactement ce qu'est Regé-Jean Page dans le film. C'est respecté. Les codes de la personnalité du paladin sont respectés. Tout comme les codes du barde ménestrel, c'est respecté. La barbare, c'est respecté aussi. Les codes des personnages d'Heroic Fantasy et Dark Fantasy sont respectés. Ce film est une déclaration d'amour de manière générale à l'Heroic Fantasy et à tous les jeux de rôle. Et donc foncez le voir, vous allez vous régaler. Les acteurs sont tous très bons et mention spéciale au costume. Alors, petite parenthèse qui me semble être nécessaire. C'est pas parce que Regé Jean Page il est de couleur, hein, mais on n'a plus le droit de dire le mot black depuis aujourd'hui. Là, je viens d'apprendre qu'on n'a plus le droit de dire le mot black parce que c'est raciste. Enfin, je vais continuer de dire black. Donc, c'est pas parce qu'il est black que c'est woke. Faut savoir que déjà dans Diablo 2, qui est sorti en 2000, le paladin est noir. Hein, voilà, donc, petite parenthèse. Ne voyez pas du wokisme partout non plus. Et d'ailleurs, dans le film, il y en a très très peu. D'ailleurs, la méchante, c'est une femme. Et les gentils sont en majorité des hommes. Vous voyez, donc sur ce côté woke, minorité, diversité, vous inquiétez pas, on va pas vous saouler avec ça dans le film. C'est vraiment un divertissement à l'ancienne. Je referme la parenthèse. Autre donc point important, et je conclurai là-dessus, les costumes et les décors, parce que c'est extrêmement important. Les décors sont variés, il y a certains décors naturels qui sont amples. Je sais pas où ils ont tourné. Je n'ai pas regardé au générique où ils ont tourné. Je me suis concentré sur la musique de Mylène Farmer, qui est un pur délice. Restez jusqu'au générique. D'ailleurs, il y a une petite scène post-générique humoristique. Le temps d'écouter la musique de Mylène Farmer, c'est un régal. Vraiment, la musique de Mylène Farmer, bon, déjà, moi, j'aime beaucoup la voix de Mylène Farmer. Pas toutes ses chansons, mais de manière générale, je kiffe le style musical. Mais là, elle a fait une musique au générique, une chanson qui est excellente. Je pense que je vais l'écouter en boucle ces jours-ci. Donc, les paysages, sublimes, en grand décor naturel, des montagnes, c'est verdoyant, et en même temps, il y a des décors en sous-sol où il y a de la lave, il y a des grosses cités. Alors bien évidemment, ça a été fabriqué en CGI, mais on sent qu'il y a une partie qui a été fabriquée en vrai, et ils ont dupliqué le reste où ils ont rajouté l'arrière-plan. Mais les CGI sont très convaincants, et alors tout le bestiaire, c'est super bien fait, que ce soit les pouvoirs du magicien nécromancien qui affronte la sorcière et tout. C'est ultra, ultra soigné. Vraiment. Et alors, et ça, c'était la clé pour que le film soit crédible, les costumes. Costumes et armes. C'est pas du cosplay. C'est pas du cosplay, c'est pas du clinquant. On sent que c'est du vrai, c'est du dur, que ce soit la hache de la barbare ou, mieux encore, l'armure du paladin. L'armure du paladin, elle est ultra stylée. D'ailleurs, c'est une des armures que j'ai sur mon paladin dans Diablo 2. Elle est ultra stylée, que ce soit les épaulettes, que ce soit la tunique de maille, tout est stylé, jusque dans son épée runique qu'il utilise avec ferveur, où il se bat à un moment donné à une vitesse. Voilà, c'est la vitesse du paladin quand il se bat dans les jeux. C'est un régal, jusque dans le sceptre qui permet aux nécromanciens de faire un sort de téléportation. Si vous êtes attaché aux petits détails des jeux, qui font la crédibilité des jeux, vous allez nager en plein bonheur. Bref, je vais m'arrêter là. La musique de Lorny Balfe est excellente. La chanson du générique de Mylène Farmer est excellente. Ce film, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais pas confiant parce que on voyait presque que l'humour dans la bande-annonce. Au final, c'est très très bien équilibré, l'humour fonctionne, et c'est des blagues de geek que l'on pouvait faire dans les années 2000, lorsque être appelé geek, c'était encore un truc un petit peu obscur de mecs qui restent entre eux et qui préfèrent jouer entre eux avec des dés à Donjons et Dragons, ou qui préfèrent se raconter leurs histoires dans les jeux vidéo plutôt que d'aller avec les autres jeunes. Si vous faisiez partie de ces jeunes-là, vous saviez que geek, à l'époque, c'était un peu mal vu. Ce film est une déclaration d'amour au geek, jusque dans l'humour, qui est totalement adapté aux situations. Parfaitement adapté entre l'humour, l'action, les effets spéciaux et même l'émotion. J'espère qu'il va y avoir une suite. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes et que sinon je vais continuer pendant une demi-heure. C'est une réussite totale. Pour l'instant, en live action, je parle pas de l'animation. En termes d'animation, c'est Mario le meilleur film de l'année. Et en termes de film d'auteur, c'est Babylone de Damien Chazelle. Mais en termes de divertissement blockbuster, c'est le meilleur film
pour l'instant, le meilleur film depuis le début de l'année. C'est ultra divertissant et c'est un film qu'on peut voir en famille. Et c'est un film qui traite l'heroic fantasy avec sérieux, même si on va pas comparer au Seigneur des Anneaux, parce que quel que soit le film d'heroic fantasy, si on compare au Seigneur des Anneaux, il n'y en a aucun qui rivalise. C'est aussi, il faut arrêter de comparer sans arrêt les films. Appréciez-le à sa juste valeur. Dans son genre, c'est du 4 étoiles, minimum. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous ai rien spoilé justement pour vous réserver la surprise. Et on se retrouve donc demain pour l'épisode de Mandalorian, vendredi pour un live spécial débriefing 100% spoilers de Super Mario Bros le film et Tetris le film, serait accompagné de plein de youtubeurs, y compris des youtubeurs gaming, Cyril 2.0 notamment, et les copains, comme à l'habitude. Et samedi pour une énorme critique de 1883, la préquelle de Yellowstone de Taylor Sheridan. Ensuite, on se retrouvera qu'en milieu de semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous abonner si ça vous en dit. Et un petit pouce bleu et un commentaire de référencement, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous, bon appétit et ciao tout le monde.